Eh bien, merci à toi, en tout cas, puisque je dois vous présenter ce nouveau-né, puisque c'est un ouvrage tout récent. Il est paru voilà 4 jours, je crois. Il est arrivé ici avant-hier. Donc, c'est un tout nouveau petit arrivage ici, depuis le CNRS. Et effectivement, c'est grâce à Yann Potin que je peux le présenter, parce qu'il a eu la bonne idée de venir le présenter dans ces journées, dans un lieu qui présente beaucoup de similitudes finalement avec Fontevraud. Et c'est une bonne opportunité de lancer cet ouvrage ici, à la Grâce, puisque, comme Fontevraud, la Grâce était une abbaye. Et quand les biens révolutionnaires ont confisqué l'abbaye, on n'a pas su quoi faire des murs. C'est un peu ce qui s'est passé ici. Ça a été divisé en lots, multiples lots qui ont trouvé chacun leur destination. C'est encore un peu le cas. Ici, en tout cas, c'est toujours le cas. Et finalement, la première affectation qu'on a trouvée à Fontevraud, un peu comme ici, je crois, c'était une gendarmerie. Parce que c'était tout à fait opportun, parce qu'il fallait protéger ce qui restait des vestiges de l'abbaye qui étaient totalement ouvertes et dévastées et soumises au pillage de tous les habitants du village de Fontevraud qui voulaient se venger ainsi des bassesses et des vols que l'abbesse et l'abbaye elle-même avaient fait sur l'ensemble du voisinage. Donc c'était une sorte de vengeance que de piller l'abbaye. Elle a été totalement pillée. Et on en a fait tout d'abord une gendarmerie, puis après. Et on est arrivé aujourd'hui à ce centre de rencontre de Fontevraud depuis 1963. Et moi, donc j'ai fait effectivement pendant 60 ans, j'ai suivi, c'est plus ou moins, mais cette évolution. Et la première fois que je suis arrivé à mon histoire de Fontevraud à moi, elle commence en 1961, donc ça fait effectivement 30 ans, non plus que ça, 60 ans. Oui, j'avais 18 ans, donc ça fait 60 ans. Le compte est juste. Donc voilà, et depuis 60 ans, j'ai suivi toute l'histoire de cette affectation d'abord au ministère de la Culture. Ça a commencé comme ça, c'était une prison. C'était le ministère de la Justice qui détenait les clés et les prisonniers qui restaient, de moins en moins. Et c'était sous l'autorité du ministre de la Justice de l'époque, qui était M. Foyer, ministre de la Justice, qui était un homme centriste, gaulliste de gauche. C'était l'école de René Capitan. Alors j'ai beaucoup de respect pour ces gaullistes de gauche, et pour René Capitan en particulier, parce que c'est René Capitan, je le sais, qui a imposé, enfin qui a fait surgir l'idée de mettre une bibliothèque au centre Pompidou. Ce dont les musées ne voulaient absolument pas, évidemment. C'est choqué de mettre une bibliothèque dans un musée. Et finalement, Capitan et Pompidou ont imposé la présence d'une bibliothèque au centre Pompidou. Et moi qui l'ai pris à diriger pendant plusieurs années, je m'en suis trouvé très très bien. Donc voilà pourquoi j'honore monsieur Foyer, qui à l'époque se trouvait face à face à Malraux, ministre, lui, des Affaires culturelles. Alors ces deux hommes éclairés l'un et l'autre se sont bien entendus, et c'est grâce à eux, à leur bonne entente, que la prison a pu être, comme on disait à l'époque, rendue aux Beaux-Arts. La première fois que j'y suis allé, c'était donc en septembre 1961, grâce à mon père, qui était, lui, voyageur de commerce en mercerie-bonneterie. Alors, il circulait dans tout le Val-de-Loire, et il allait, vous savez, c'était l'époque où chaque village avait sa mercière. Ce n'était pas des merciers, c'était toujours des femmes. Les mercières, mon père les connaissait par cœur, sur entre Orléans et Tours, et il n'arrêtait pas de nous, comme il était très curieux, de nous promener dans les villages. Et pendant qu'il allait vendre ses boutons, ses rubans, eh bien moi j'allais visiter les églises et les châteaux, et je me suis donc pris de l'intérêt pour les châteaux de la Loire. J'avais bien l'intention, en 61, j'avais décidé de faire l'école des Chartes pour faire de l'histoire de l'art, et plus particulièrement d'étudier les châteaux de la Loire. Je n'ai pas trouvé de château de la Loire. Enfin si, j'ai étudié le château de la Loire plus tard, mais Fontevraud est arrivé à point. Quand en 61, il m'a emmené, donc il dit, il faut aller visiter cette abbaye que peu de gens visitaient. On était donc un petit groupe d'une dizaine peut-être de touristes
ce dimanche-là de septembre 61, et on était guidé par des gardes forestiers qui avaient été transformés en gardiens, qui parlaient un français approximatif, pas méchamment, mais c'est vrai que c'était pas des visiteurs spécialisés comme on a aujourd'hui. Alors ils racontaient de façon très monocorde, vous savez, les guides de l'époque étaient très critiquables, ils racontaient ça comme ça. Alors, il nous a dit quand même, le guide, garde forestier devenu guide touristique, il nous a dit, vous savez, cette prison, parce que c'était une prison, on ne visitait que la partie médiévale, les coupoles, la cuisine et les cloîtres. Le reste était évidemment totalement fermé. Il nous dit, vous savez, la prison va partir et c'est les beaux-arts qui vont s'en occuper. Alors ça fait tilt dans mon époque, parce que moi en 61, j'avais l'intention d'entrer à l'école des Chartes, et je me dis, tiens, Château d'Ailleurs, pourquoi pas, mais il y a peut-être mieux à faire. Là, il y a un terrain que personne ne connaissait, puisqu'en dehors des parties que l'on visitait, que je vous ai dites, qu'on visite encore, il y avait toute la partie carcérale, c'est-à-dire les dortoirs, tous les bâtiments, et le village tout entier qui était, c'est-à-dire, contaminé par cette prison. Alors, je suis allé voir l'archiviste d'Angers, M. Favreau, qui vit encore, et je le bénis lui aussi parce qu'il m'a très bien reçu aux archives d'Angers, où étaient les archives de Fontevraud. Je lui ai dit, est-ce qu'il y a moyen de faire une thèse d'école des Chartes sur l'abbaye de Fontevraud? Alors, il m'a reçu les bras ouverts, il m'a dit, oh là là, comme vous tombez bien. Et il me montre, il dit, vous voyez, il y a 100 mètres d'archives. Alors, vous avez de quoi vous amuser. Pendant les 4 ans d'école, vous avez 100 mètres d'archives à explorer. Et puis, voilà, refaire cette histoire qui était très peu connue, peu étudiée, sauf la partie médiévale, et encore assez peu. Bon, j'ai sauté sur l'occasion, et voilà, on va voir ce que c'était à cette époque-là. J'ai visité attendez, finalement, c'est ça. Si ça marche, c'est ça, ouais, voilà. Alors, ça, c'est... Voilà. Ça, c'est Fontevraud. Aujourd'hui, vous voyez bien, là Bon. Parce que moi, d'ici, je vois un petit peu déformé. Donc, voilà aujourd'hui à quoi ressemble ce qui reste de l'abbaye de Fontevraud, qui n'est qu'un reste d'un très grand domaine. Vous allez voir les autres parties tout à l'heure. Mais l'essentiel, alors on ne connaissait guère que l'abbatiale, que vous voyez à gauche, les fameuses cuisines qui ont intrigué tous les archéologues et qui écrivaient encore quand... Et alors moi, j'avais trouvé, là c'était le bâtiment en bas à gauche, vous avez un bâtiment qui était le bâtiment des prisons. Pour l'entrée des prisonniers, c'est là où il y avait les clés et les gardiens, et qui était vide quand les prisons ont été évacuées. Donc on m'avait logé, j'avais comme logement l'ensemble de ce bâtiment qui était totalement vide. C'était formidable. J'avais mon sac de couchage, un but à gaz, et puis je m'étais installé dans cet immense bâtiment vide. Heureusement, il y avait la douche qui fonctionnait encore et les toilettes. Heureusement, parce que cet été-là, qui était 63, il faisait une chaleur torride. Donc j'ai commencé à arpenter avec la compagnie d'un prisonnier. Il y avait encore les prisonniers en fin de peine que l'on laissait libres. Il y avait un brave prisonnier qui m'a guidé parce qu'il avait les clés. Et donc j'ai pu le suivre dans toute l'abbaye, comme ça, et commencer à découvrir des bâtiments que j'étais le premier à découvrir, à part les prisonniers et les gardiens, qui pouvaient le connaître depuis Napoléon, puisque la prison avait été instituée en 1804 par Napoléon. Alors, vous savez, ça a été une histoire assez triste, parce que quand en 1793, les dernières religieuses évacuées de force ont laissé l'abbaye totalement saccagée par les villageois qui l'ont joyeusement pillée. Je dis joyeusement parce que c'était presque la fête de voir les religieuses partir. Et il faut voir les cahiers de condoléances de l'époque pour comprendre la haine qui poursuivait ces religieuses qui avaient pillé. C'était l'abbaye la plus riche de France. Quand on voit les paysans autour, évidemment, il y avait de quoi se révolter. Et bon, je vais avancer un petit peu quand même pour quitter cette période assez sinistre. Donc me voilà installé là pour commencer cette thèse dans un champ de ruines qui est maintenant
euh, est devenu ce que vous voyez aujourd'hui et qui continue puisque le chantier de restauration continue encore. C'est immense. Alors il y a eu toute une passe d'armes entre l'État et la région, bien sûr, parce que c'était l'État à l'époque. Mais la région commençait à demander un peu son dû et dire Fontevraud, c'est plutôt chez nous. Commençait à parler de décentralisation. Il y a eu donc eu de grandes négociations qui ont été houleuses. Alors j'ai eu la chance, parce que je commençais à étudier, alors je suivais les réunions avec beaucoup d'intérêt entre les gens du pays, c'est-à-dire les élus locaux, et puis les gens du village, qui étaient évidemment les premiers concernés. Parce que l'installation de la prison avait totalement changé l'économie du village. C'était maintenant les prisonniers, les parents des prisonniers qui venaient en touristes. Donc l'hôtel ne vivait que des visites que l'on faisait aux prisonniers. Et puis le commerce était très réduit. Donc ce départ de la prison a été interprété par les gens du village comme une catastrophe. Il n'y avait même plus le minimum vital pour faire vivre le petit restaurant. Alors, donc, grande inquiétude à cette époque-là. Et j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt ces négociations entre les locaux et les Parisiens, parce que c'était le ministère quand même qui arrivait. Et j'ai été frappé et séduit par un homme que j'ai beaucoup admiré à l'époque, qui s'appelait Tricot, qui est célèbre, qui devrait être célèbre. C'était l'aide de camp du général de Gaulle et était l'un des négociateurs d'Évian. Donc un homme parfaitement remarquable. Alors moi j'écoutais petit là dans mon coin, je me faisais tout petit, et j'écoutais et j'ai admiré la diplomatie de ce monsieur Tricot qui était pris à partie par tout le monde, par les gens du village et puis en même temps il fallait qu'il fasse respecter l'État. Alors ça a été très dur et il était très très habile dans les négociations. Et comme ça, quand il avait un local un peu agressif, attaché à une version qui n'était pas recevable, il disait « Ah oui, c'est très intéressant ce que vous dites là. » Eh bien écoutez, on va y consacrer une séance spéciale. Et puis après, bien sûr, ou bien on va commander un rapport. Voilà, il était tranquille. Donc j'ai appris la diplomatie auprès de M. Tricot, qui après la brillante carrière qui a assez mal fini d'ailleurs, dommage, que c'était un homme que j'ai trouvé remarquable. Voilà comment ça a commencé pour moi. Mon histoire de Fontevraud a commencé comme ça. Et surtout, moi je l'ai construit. C'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Non. Ah, bon, alors ça marche pas mon truc là. Bon, tant pis. Je vais insérer là. N'essayez plus. Je vais insérer des photos de la prison parce qu'on a gardé aujourd'hui encore comme souvenir. J'avais des diapos après celle-ci. Ils ont conservé une aile avec les cellules que l'on peut encore voir. On ne peut pas les visiter parce que ce n'est pas sécurisé, donc les touristes n'y sont pas admis. Mais je vous assure que c'est impressionnant de... Eh ben non, ils ont disparu. Bah non, alors là, pour le coup, on a fait beaucoup d'erreurs ce matin. On a cassé 2 ordinateurs. Ben, oui. Mais là, alors, on n'a pas réussi. C'est sur celle-ci, mais non. Ah, si, c'est pas la bonne clé, là, mon cher. C'est fiché. Bon, tant pis. Donc, imaginez... Là-dessus, vous êtes d'accord, hein? Vous êtes témoin. Donc, on peut voir encore aujourd'hui des cellules des prisonniers, c'est terrible. Il y a une immense barre de plomb qui verrouille à la fois toute la série de dizaines de cellules côte à côte. C'était des cages, pas des cellules, c'est des cages d'à peu près 2 mètres sur 1 mètre. Et c'est là qu'on enfermait les prisonniers jusqu'en 1963, les plus durs. On le voit encore, ça. Il faudrait maintenant que ce soit équipé pour recevoir les touristes parce que ça vaut la peine d'être vu. Et puis, ce que l'on voit aussi, et que j'ai donc raté, c'est l'état déplorable dans lequel l'abbaye elle-même avait mis la prison, en particulier les coupoles si célèbres, magnifiques. Alors ça, je peux peut-être le montrer, avaient été rasées pour faire 4 étages de dortoirs, puisque il fallait loger
4000, au début 4000 prisonniers dans ces bâtiments immenses, mais quand même. Et il y avait donc 4 étages installés dans la nef de l'abbatiale, qui aujourd'hui fait l'admiration des touristes. C'est donc un changement, vous voyez, assez radical. Alors, on va reprendre après le... Yann? Bon. Si vous voulez remettre... Ben, on va d'appuyer là. Bon. Voilà, alors on repart de... Voilà. Bon, ben, là, laissez ça, voilà, comme ça. Oui, c'est ça. Là, c'est un plan du XVIIIe siècle. Je l'ai choisi comme la seule illustration de mon bouquin, parce que ce n'est pas le plan qu'on voit d'habitude, qui est un plan d'avant la Révolution, qui montre là où étaient tous les bâtiments. Alors, vous voyez... là, je ne suis plus rien. Hein. Ça va revenir. Ah, d'accord. On va. Alors, là, je vais faire haut, non? Non. Eh bien, ça ne marche pas. Ah, mais non, c'est parce que vous n'avez pas le retour. Je n'ai pas le retour. Il faut que vous regardiez ici. Voilà. Et là, vous descendez, 4, 5, ça descend vers le bas. Voilà. Bon, alors. Attends, si je remonte, là, je vais avoir la précédente. C'est ça. Voilà. Voilà. Donc nous voilà au plan de 1768, l'abbaye telle qu'elle était en 68, quand elle a été totalement rénovée à neuf pour accueillir les filles de Louis XV qui ont été élevées à Fontevraud pour les éloigner de l'air vicié de la cour, disait-on. Donc 4 des nombreuses filles de Louis XV ont été évacuées à Fontevraud pour des raisons d'économie d'abord et puis aussi de morale. Il ne fallait pas qu'elle trempe dans l'espace vicié de Versailles. Donc on a reconstruit une partie de l'abbaye pour les filles de Louis XV, et c'est le plan qui en reste, donc vers 1760, où l'on voit l'ensemble de l'abbaye, qui n'est pas qu'une seule abbaye. Vous avez au milieu l'abbatiale, je n'ose pas me déplacer parce que vous avez en noir, les parties les plus foncées sont celles qui étaient accessibles aux hommes, puisque, comme je voulais dire tout à l'heure, il y avait les hommes d'un côté et les femmes de l'autre. Les hommes et les femmes ne devaient en aucun cas se rencontrer, ni même se voir. Compliqué lorsque dans un même bâtiment, il faut loger une centaine d'hommes et 200 ou 300 de femmes, chacun dans leur partie. Les parties noires étaient celles accessibles aux hommes, c'est-à-dire en haut à droite, vous avez tout un monastère d'hommes entièrement dédié aux hommes. Ils étaient une soixantaine en général, et c'était Saint-Jean de l'Abie qui a complètement disparu, qui a été rasé. Aujourd'hui, c'est un champ. On n'a pas encore fait de fouilles, donc il n'y a plus rien du tout dans cette abbaye des hommes. Et puis, un peu plus bas, vous avez les rues qui vont vers le village. Les hommes descendaient donc par le chemin que vous imaginez tracé jusqu'au transept de l'abbatiale. Là, les hommes rentraient par le croisillon nord du transept et les femmes qui étaient dans le reste de l'abbaye entraient par le sud. Et ils ne se rencontraient pas, puisque même au moment où ils arrivaient dans le chœur, où seuls les hommes avaient accès, puisqu'ils disaient la messe, là, il y avait un voile. Pour que les femmes, et dans la règle, il était bien dit que les regards des hommes et des femmes ne devaient pas se croiser. Ils ne se rencontraient que pour les fêtes, et dans ce cas-là, il y avait une séparation encore prévue, y compris pour les confessions, où les hommes et les femmes se trouvaient face à face, mais toujours avec un voile entre les deux.
Donc pour les confessions, les femmes arrivaient par la nef où elles avaient leur stalle et les hommes ressortaient de l'extérieur, re-rentraient dans l'église par l'extérieur et là, ils allaient chacun à leur confessionnal, les uns d'un côté, les autres de l'autre, toujours sans se voir. Voilà quelle était la règle de cette bizarre abbaye qu'on a appelée un ordre double. L'ordre double, ça a existé. L'ordre double, ce sont des ordres qui mêlent à la fois des hommes et... Alors, toutes les abbayes de femmes ont auprès d'elles, pas très loin, un abbaye d'hommes. C'est obligatoire parce que c'est les hommes qui ont les sacrements, qui disent la messe, qui confessent, qui donnent les voiles. Donc il n'y a pas d'abbaye de femmes qui peut se passer d'une abbaye d'hommes. Mais dans les ordres doubles, il fut un temps, avant les Carolingiens, où des femmes ont dirigé l'ensemble du complexe double. Ça a disparu. Pourquoi c'était les femmes qui ont réussi cet exploit de diriger l'ensemble? Parce que les abbayes étaient fondées par des reines ou des princesses. Et elles s'appropriaient donc. Ça n'a pas duré très longtemps. À partir du 8e siècle, les abbayes doubles dirigées par des femmes ont totalement disparu. Il n'y en avait pas en France, mais il y en avait en Angleterre, en Allemagne, plusieurs. Ils ont disparu. Les hommes se sont emparés de l'ensemble de ces monastères doubles, sauf à Fontevraud, qui est donc le seul ordre double qui subsiste. Les Brigittines de Sainte-Brigitte, qui est aussi une princesse suédoise qui avait fondé son ordre double, aujourd'hui les Brigittines existent encore, mais il n'y a plus d'hommes. Ce ne sont que des femmes, principalement aux États-Unis. Fontevraud a subsisté parce que, pour la même raison, ce sont des femmes nobles qui ont créé ces ordres. Elles étaient riches, il fallait sauver leur âme, sauver la famille, et puis assurer surtout l'intégrité de l'héritage. Les femmes qui étaient recluses dans les abbayes, c'était essentiellement pour soulager, et les hommes aussi d'ailleurs, les droits d'héritage. Il y avait stérilisé une partie de la population qui était dans les monastères, hors héritage, et ça permettait aux riches de garder l'intégralité, de ne pas compliquer les héritages. On sait ce que ça veut dire, y compris chez les rois de France et chez tous les rois de France. Partager le royaume était toujours un drame. Et donc, quand on pouvait en mettre dans les monastères, c'était une bonne chose. Et les femmes aussi, on pouvait comme ça les éliminer, les mettre de côté, dans un endroit où il n'y avait plus de... et où elles n'obéissaient qu'au pape. Les femmes, enfin, les ordres religieux étaient extraterritoriaux, ne dépendaient pas même de l'évêque. L'évêque n'avait pas le droit d'y entrer et ils ne dépendaient que du pape. Évidemment, elles étaient très, très attachées à ce privilège. Et en revanche, les rois, en Haute-France notamment, étaient très hostiles à cette extraterritorialité qui aurait dû relever. Bon, en France, les rois ont repris la main au XVe siècle, et c'est le roi qui est finalement redevenu le protecteur des abbayes, y compris des abbayes de femmes, de l'abbaye de femmes qui était Fontevraud. Là, c'est le diable. Donc voilà cette curieuse texture des ordres doubles dont il ne reste que cet exemple de Fontevraud, qui le rend d'autant plus intéressant. Parce qu'aujourd'hui, je veux dire que les historiennes féministes sont toutes alléguées devant ce cas qui donnait aux femmes la priorité sur les hommes. Ce n'était pas du tout un privilège extraordinaire. Les femmes, effectivement, dominaient les hommes mais dans une histoire qu'il faut réintégrer aussi dans l'histoire des classes. Les femmes qui ont dirigé Fontevraud, qui étaient les abbesses de Fontevraud, étaient toutes nobles,
Et les hommes qui venaient servir, puisqu'on avait besoin des hommes pour les offices et les sacrements, je parlais tout à l'heure, les hommes étaient tous roturiers ou petits bourgeois. Donc les fontevristes hommes qui sont restés dans l'abbaye au service de l'abbesse étaient totalement asservis à l'abbesse qui les choisissait. Souvent d'ailleurs, on s'est rendu compte que les abbesses choisissaient comme moines. On ne disait pas moines, ce n'étaient pas vraiment des moines, ni des chanoines, encore moins. Les chanoines n'ont pas de règles, alors ils font ce qu'ils veulent. On disait les religieux. C'était ni des moines, ni des chanoines. Alors les religieux de Fontevraud, qui avaient des vœux à proclamer, étaient choisis par l'abbesse, qui choisissait parfois ses anciens domestiques. Vous voyez la princesse ou la duchesse qui venait prendre le voile et qui venait avec elle, sa maison, comme on dit, avec les serviteurs. Et les serviteurs devenaient les hommes de cet ordre double. Évidemment, ça n'a pas été simple et l'histoire, mais ça je ne vais pas rentrer dedans, vous lirez le bouquin si vous en avez le courage, vous verrez c'était absolument terrible. La lutte entre les hommes et les femmes n'a pas cessé de toute l'histoire de Fontevraud et est assez passionnant et a donné lieu à des scènes dramatiques. Voilà donc cet ordre bizarre. Et alors, ce qui est intéressant de savoir, c'est que comment une telle anomalie de femmes dirigeant des hommes a-t-elle été possible? C'est que dès l'origine, le fondateur s'appelait Robert d'Arbrissel. C'est un homme, mais c'est le seul fondateur d'ordre, parce que finalement il a fondé cet ordre double. C'était le seul fondateur d'ordre roturier. Tous les fondateurs d'ordre cisterciens, bénédictins, chartreux, prémontrés, etc., tous, c'étaient des nobles qui fondaient un ordre, prenaient souvent le maquis. Mais là, il y a encore une autre exception. Ce brave curé de Bretagne, Arbrissel, qui existe encore, petit village de la Mayenne, fils de prêtre. C'était courant. Le mariage n'était pas encore un sacrement. Le sacrement de mariage a été inventé à cette époque-là pour mettre fin aux désordres sociaux et conjugaux. Donc, le pape a décidé de dire que les curés devaient se marier. Il a eu une bonne idée, dont on pourrait s'inspirer encore aujourd'hui, mais on en a parlé hier. Donc, les prêtres n'étaient pas mariés souvent, et c'était le cas étaient mariés souvent plutôt. Et c'était le cas donc des parents de Robert d'Arbrissel, pauvre petit miséreux, qui lui aussi a suivi fait quelques études à Angers, puis même à Paris, à une époque où l'Église était en pleine réformation. Il y en a eu beaucoup, mais celle-là en tout cas. Et ce Robert d'Arbrissel, roturier, a voulu le bien des femmes. C'est-à-dire qu'il l'a fait volontairement, mais aussi de force, parce qu'il y avait énormément de femmes miséreuses, toutes les pécheresses, toutes les répudiées, affluées à Fontevraud. Il s'est trouvé devant une foule de femmes, et puis quelques hommes, mais beaucoup moins d'hommes. Donc il avait décidé que son ordre, dont il avait préparé la règle, serait dirigé par une femme. Et où il a été un vrai révolutionnaire, c'est qu'il a décidé que non seulement ce serait une femme qui dirigerait l'ensemble, y compris des hommes qui, effectivement, n'étaient pas de la même classe, mais c'était déjà ça, mais en plus, il a exigé que cette abbesse ne soit pas vierge. Donc ça, c'était tout à fait choquant. C'est passé, le pape a laissé passer parce que lui-même avait fait ce genre d'expérience. Il avait, sous un argument tout à fait pratique, les vierges n'y connaissent rien. C'est vrai, elles ne connaissent pas. Elles n'ont pas d'expérience. Donc il fallait une femme qui ne soit pas vierge. Alors au fond, c'était souvent des veuves qui étaient à la fois... voilà. Alors il a choisi une veuve qui s'est avérée être une femme absolument remarquable, qui a lancé et puis il avait quelques adjointes
auprès de lui. Et comme lui ne faisait que prêcher, il se promenait dans toute la région en faisant des prédications enflammées. Il était célèbre pour être un orateur extraordinaire. Et vous savez, toutes les légendes racontent qu'il enflammait les foules et que quelle que fût la langue qu'on parlait, parce qu'il y avait des angevins, des poitevins, des languedociens, on le comprenait. Moi, je pense qu'on l'écoutait sans le comprendre. Sa fougue, vous savez, on écoutait Robert d'Arbrissel comme on écoute aujourd'hui Wagner. On est emporté par la fougue. Tous les chroniques le disent bien. Les gens, ils écoutaient sans comprendre. Ils étaient convaincus d'abord d'avance. Et la fougue, alors c'était un spectacle, parce qu'on disait qu'il était d'abord, il avait une air de sauvage, la barbe, ça se trouvait, mais il était habillé comme un miséreux, ce qu'on lui reprochait, mais il continuait à traîner cette bure, et il faisait peur presque. Et voilà, donc il avait une audience toute trouvée parmi les gens qui étaient prêts à partir en croisade, parce que c'est l'époque où les miséreux qui ne pouvaient plus vivre sur place sont partis en croisade se faire massacrer sur la route de Jérusalem. Voilà qui était Robert d'Arbrissel, et il a donc eu cette idée tout à fait étonnante d'ordonner que c'est une femme non vierge qui devait diriger Ça a été respecté, plus ou moins. Il y a eu quelques exceptions, mais toujours des vierges parfois douteuses. Il y en a une qui m'a... Oui, non, mais c'est vrai. Il y en a une qui m'a posé beaucoup de problèmes. Elle était abbesse, donc en principe vierge, et puis on s'aperçoit que non, on ne parle pas d'elle dans les chroniques, nulle part. J'ai fait des recherches, on s'est aperçu qu'elle avait tout simplement été violée par le roi d'Angleterre, alors ça on n'osait pas le dire, donc elle était vierge. Les femmes violées, on n'en parle pas, on le sait bien encore aujourd'hui. Donc voilà, ça a suscité des problèmes qui aujourd'hui passionnent les historiennes, et tant mieux, parce qu'il est bien qu'elles reprennent un peu cette histoire du côté des femmes. Alors le haut, le bas. Non, j'ai toujours pas compris. On m'a dit. Oui. Bah écoute là. Bah, oui, si tu veux, mais enfin c'est un peu... Oui. Non, pas toutes. Non, il y a des images qu'il faut que je montre absolument, pas beaucoup. Mais... j'ai fait ce que... Oui, j'ai fait ce que si tu on m'as avait dit. voulu faire une performance sur vie et mort de l'image, on n'aurait pas fait mieux. Exactement. Bon, là, j'ai fait ce que tu m'as dit de faire. Non, mais là, plus rien ne répond. Donc, je vous propose qu'on continue d'écouter Michel parce que tout le monde est captivé. Oui, mais quand même, j'aurais voulu montrer la couverture que j'aurais souhaitée pour ce livre. Ce livre est magnifique. Enfin, pour moi. Pour moi, c'est un plaisir de voir 620 pages comme ça, bien mises en page, avec un texte bien imprimé. Et je félicite les éditions du CNRS d'avoir mené ça à bien. Ce qui n'était pas simple, parce que j'ai remis un manuscrit qui était plein de fautes. Donc, ils ont su faire ça. Mais où je n'étais pas trop content, c'est que je n'aurais pas voulu cette couverture. Elle est pas mal, mais j'avais prévu une autre couverture que j'aurais voulu montrer. Et je vais passer tout de suite sur cette histoire. L'image que j'aurais voulu montrer en couverture montrait 3 religieuses voilées dans une cage. Vraiment une cage. Et elle date de 1477, assez précisément, je crois, au moment de la Réforme. Il a fallu que, après les guerres de 100 ans où il y a eu des atrocités, Fontevraud était en cœur de la bataille, plein centre de la France. J'y reviendrai peut-être tout à l'heure, parce qu'il faudrait montrer où est Fontevraud, pas n'importe où. Et après la fin de la guerre de 100 ans, la Réforme est arrivée, heureusement. Et Fontevraud, qui était tombé en déclin total, plus de clôture, même, on pouvait dire, il fallait absolument restaurer l'ordre. Et ces 3 religieuses dans leur cage
symbolise le retour à l'ordre. Les femmes, d'abord, retournent dans leur clôture. Elles étaient enfermées dans cette cage. Alors, les 3 femmes que l'on voit avec leur voile noir, il y a au milieu l'abbesse de l'époque, qui était une noble, bien sûr, duchesse de Bretagne et d'Orléans. On la voit avec sa crosse abbatiale, puisque comme elle avait le rang des évêques, une crosse. Il y a à gauche une sainte qu'on reconnaît parce qu'il y a son auréole. C'était Sainte Eustochium. Alors je pense que vous connaissez tous Sainte Eustochium, qui était la fille de Saint Paul, qui était leur patronne, parce que c'est elle qui aurait fait, au début du christianisme, les premiers ordres religieux femmes. Donc Sainte Eustochium était représentée avec son auréole à côté de Marie de Bretagne, l'abbesse de l'époque. Et à sa droite, il y a une autre noble, qui était Marguerite de Beauvau, qu'on a eu du mal à identifier. Ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est une collègue spécialiste en héraldique qui a repéré sur cette miniature superbe un morceau d'armoirie. Elle a dit c'est une Beauvau. Alors les Beauvau, ils habitent à côté de Fontevraud. Si vous connaissez la région, c'est Champigny-sur-Veude, où il y avait ce magnifique château des Bourbons, d'où venait... voilà, les voilà. Alors vous reconnaissez, maintenant que vous les connaissez, vous reconnaissez au milieu, avec sa crosse, Marie de Bretagne. Marie de Bretagne, qui a impulsé la réforme, était une femme, elle aussi exceptionnelle, savante, très riche. La Bretagne était très riche à l'époque. La Bretagne avait survécu à la guerre de 100 ans. C'était le pays le plus prospère d'Europe parce qu'elle avait assuré toutes les relations avec l'Angleterre. Depuis, ça a été balayé. Donc Marie de Bretagne était très riche. Elle avait des caisses de diamants et elle avait une bibliothèque dont on a gardé le catalogue. Et une de mes collègues a étudié ce catalogue et elle avait des livres de géographie, des livres de latin, bien sûr. Il y avait par exemple Christine de Pisan dans sa bibliothèque, c'est pas rien. Donc voilà cette Marie de Bretagne, femme érudite, abbesse de Fontevraud, dirigeant la réforme. À son gauche, sa patronne, Sainte Eustochium, et à sa droite, Marguerite de Beauvau, donc sa voisine, qui guignait pour lui succéder. Finalement, ce n'est pas elle qui lui a succédé, parce qu'il y a eu des histoires encore. Mais bon, admettons rapidement, c'est les Bourbons, dont les Beauvau étaient une filiale, qui a finalement s'est emparée de la direction de l'ordre de Fontevraud. Et la première, c'est cette Marguerite de Beauvau que l'on voit à sa droite, qui se pose là, certainement. C'est pour ça que je pense que la miniature a été faite au moment de la mort de Marguerite de Marie de Bretagne, et qui désigne en quelque sorte à sa droite sa successeur de Beauvau. Voilà pourquoi cette image, qui en plus, alors elle se trouve dans un manuscrit, on ne sait pas pourquoi, et je reviendrai tout à l'heure de ces interrogations que l'on a sur les objets d'art qui ont tous disparu, mais qu'on retrouve petit à petit, un peu partout dans la région. Et on a retrouvé dans ce manuscrit, qui n'a plus rien à voir avec Fontevraud d'ailleurs, cette enluminure superbe, très moderne, 1477. Vous savez, c'est un style déjà de la Renaissance, comme vous le voyez, peut-être pas très bien, mais c'est clair que c'est une image très moderne pour l'époque. Se retrouve aujourd'hui dans un manuscrit qui est conservé bizarrement dans la bibliothèque de Montbrison. Alors pourquoi Montbrison? Je ne sais pas ça. Aujourd'hui, on trouve d'autres exemples d'objets de Fontevraud qui se retrouvent de partout dans le monde aujourd'hui, après le pillage de l'abbaye pendant la Révolution. Donc voilà pourquoi je tenais à cette... Et quand j'ai voulu intituler mon bouquin « Histoire de l'abbaye de Fontevraud », Notre-Dame des Pleurs, un peu en hommage au souvenir de Jean Genet, qui commence le miracle de la rose par une magnifique description de Fontevraud, faisant croire qu'il a été lui-même inséré là. C'est pas vrai, il n'a jamais été intégré à Fontevraud. Il était à la santé, lui, et il est venu après la guerre
visité sans doute d'anciens malfrats qu'il connaissait, de ses amis, qui est venu rendre visite, qui était encore à Fontevraud. Donc il est venu à Fontevraud, effectivement, en 1945, et Wright, le biographe, comme quoi les biographies, parfois, les biographes scrupuleux font des découvertes extraordinaires, a trouvé une carte postale que Jean Genet a envoyée à son éditeur, Barbeza, et sur cette carte postale, il met simplement « J'ai trouvé le décor pour mon roman ». Et en fait, il avait découvert, il avait été à Fontevraud pour voir cette prison où il n'a jamais été enfermé. Donc Notre-Dame des Pleurs, c'était un petit peu pour faire un clin d'œil à Jean Genet. Et donc revenons à nos religieuses là qui sont enfermées. N'ont pas été, après ça a été des histoires épouvantables, toute l'histoire ensuite se confond avec l'ascension des Bourbons vers le trône. Ils y sont arrivés tardivement, péniblement, mais ils y sont arrivés quand même, avec Henri IV, premier Bourbon, devenu roi de France, hélas pour lui protestant, mais il était protestant, mais c'était pas tellement son affaire, hein. Il avait changé de religion une dizaine de fois, et il était très ami avec l'abbesse de l'époque qui s'appelait Éléonore de Bourbon. Sa prédécesseur, Louise de Bourbon, était venue, en plein dans les guerres de religion, visiter aussi sa nièce, Louise de Bourbon. Louise de Bourbon qui avait accueilli Henri de Navarre, à l'époque, il n'était pas encore Henri IV, et son cousin Henri le Condé, donc les deux chefs protestants de l'époque. Ils sont venus voir, elle leur a interdit d'entrer, elle s'est prosternée devant eux en implorant Dieu de les tuer. C'était ses neveux. Devant eux, elle a dit, on a concerné son discours, elle a dit, il faut massacrer les protestants, avec ses deux neveux devant elle. Ils ne sont pas restés longtemps. Ils sont allés habiter au village voisin, et alors on a dit que l'abbaye avait été mise à feu et à sang, ce qui est sans doute faux, mais enfin bon, toutes les légendes ont pu... Donc Henri IV et Henri de Navarre, devenu Henri IV, et Éléonore, la successeur, la nièce, puisque se succéder, vous savez, de tante en nièce, comme dans les dynasties de Marie à fils. Voilà, donc Éléonore, elle, était une femme beaucoup plus modérée que la terrible Louise, et elle a noué des liens de véritable amitié avec Henri IV, et en témoigne une série de lettres, beaucoup de lettres entre eux, qui sont des lettres presque fraternelles. Et c'est vrai que Éléonore... Alors voilà. Ensuite, c'était l'histoire des Bourbons, c'est-à-dire que les religieux se sont révoltés je ne sais combien de fois. Ils ont fait un procès à l'abbesse qui a été tenu au Parlement, qui a été tenu à Paris. Et c'était épouvantable parce que l'abbesse Jeanne-Baptiste de Bourbon arrivait avec tout son cortège, toutes ses archives, ses avocats qui arrivent à Paris, logés dans Faubourg Saint-Denis, dans une abbaye qui dépendait de Fontevraud. Et là a eu lieu le procès. Et devant ce cortège de femmes nobles, appuyées par le roi, appuyées par le pape, il y avait en face d'eux 3 misérables roturiers, très instruits, très bons théologiens, qui avaient déjà publié des bouquins énormes sur la confession, sur le péché. Eh bien, ils ne faisaient pas le poids. Donc ces 3 roturiers se sont fait balayer tout de suite. On les a renvoyés chez eux très vite, et l'abbesse est revenue triomphante à Fontevraud, et c'était à prévoir. On ne pouvait pas imaginer une autre issue. Alors, je ne sais pas si je peux continuer. J'ose plus maintenant. Oui. Bon. Voilà, alors, bon, on peut montrer ça, c'était la salle capitulaire, parce que à partir du moment où les Bourbons se sont emparés de Fontevraud, donc après la Réforme, et ils ont trouvé une abbaye qui était, comme je le disais, après les guerres de 100 ans, en ruine. J'ai découvert aussi, dans les documents que l'on ne connaissait mal,
une charte, une bulle pontificale aucun historien ne s'est jamais emparé, qui raconte qu'en 1373, en pleine guerre de 100 ans, l'abbaye, alors là, avait vraiment été mise à feu et à sang par des... Vous savez, il y avait les troupes qui faisaient des ravages, aussi bien anglaises que françaises, et Fontevraud n'y a pas échappé. Donc l'abbaye a été ruinée, et il y a eu des massacres épouvantables qui disent qu'on y a, dans l'abbaye, dans la clôture de l'abbaye, on y a dispersé, disent-ils, beaucoup de sang et de sperme. Donc vous voyez ce que ça peut recouvrir d'atrocités. Ça, c'était en 1373, en pleine guerre de 100 ans. Après, il y a eu cette réforme dont j'ai évoqué tout à l'heure la fin. Bon, il faut peut-être que j'accélère, parce que... Oui. Alors, l'abbaye avait conservé sa nef, les fameuses cuisines qui n'étaient pas des cuisines, ça j'ai essayé de le prouver, je n'ai pas convaincu les archéologues qui continuent à penser que c'était des cuisines, mais c'est totalement impossible. En revanche, je suis tout à fait de l'avis de Viollet-le-Duc qui montre que c'est impossible de cuisiner dans ces tours octogonales que vous avez aperçues tout à l'heure. Donc, à part cette partie romane qui était en très mauvais état, les Bourbons, très riches, ont reconstruit l'abbaye de Fontevraud. C'est cette partie que j'ai, pour moi, étudiée, puisque la partie romane avait déjà été étudiée, mais en particulier le cloître de la Renaissance et la salle capitulaire. La salle capitulaire, vous voyez, il y a des fresques qui montrent l'Évangile, le calvaire, et chacune de ces fresques est présentée par une abbesse, mais uniquement les abbesses de Bourbon. Les Bourbons ont fait leur carrière, sont devenus finalement rois, ils sont accédés au trône par l'Église. Ils n'étaient pas très puissants, les Bourbons. Le Bourbonnais, c'est pas grand-chose, mais ils ont su s'insinuer dans les castes les plus nobles, et ils ont fait carrière par l'Église. Ils avaient peuplé, toutes les abbayes de femmes étaient dirigées, pas toutes, j'exagère, ils ont une quinzaine d'abbayes de femmes étaient dirigées par des abbesses de Bourbon. Le Vatican, des évêques de Bourbon, il y en a eu un peu partout. C'est eux qui ont réformé l'Église. Et c'est par cette réforme de l'Église que finalement, ils ont réussi à vaincre les autres branches de dynastie, la dernière étant François Ier. Alors pourquoi est-ce que les Bourbons ont ainsi surpassé leurs concurrents des autres dynasties qui pouvaient prétendre à la couronne? Eh bien parce qu'ils avaient un avantage extraordinaire, ils descendaient directement de Saint-Louis. Et c'était convaincant. Les autres, vous avez vu les rois maudits, ils étaient tous arrivés au trône par des voies tout à fait complexes et beaucoup de bifurcations. Les Bourbons arrivent directement de Saint-Louis. Ils ont fait construire les Saintes-Chapelles, celles de Paris, mais il y en a 7 en tout, des Saintes-Chapelles en France, qui s'étaient partagées la couronne d'épines que Saint-Louis avait rachetée aux Vénitiens. Donc, si vous avez visité des Saintes-Chapelles, il y en a 6 ou 7, ça dépend, enfin, dont une à Champigny-sur-Veude, à côté de Fontevraud. Alors, cet avantage a profité aux Bourbons, qui ont peuplé l'Église, à la fois les évêques, les abbés et les abbesses, de leur famille, et petit à petit, ils se sont emparés du pouvoir lorsque Henri IV est arrivé jusqu'au sommet. On peut en montrer quelques-unes si vous voulez. Alors j'ai sauté un chapitre, peut-être quand même. Oui, si vous pouviez remettre la première image qui aurait dû venir, mais que vous avez retrouvée, les toutes premières qui montrent la carte pour vous montrer, parce que c'est essentiel, où se trouve Fontevraud. C'est pas n'importe où. Ça, c'est le cloître. Voilà le cloître
Les Bourbons, c'est les premières. Hein, les premières, oui. Les premières, je vais montrer une carte sur de France avec Fontevraud situé. Bon, encore, voilà, on va arriver. Voilà. Encore une, voilà. Voilà Fontevraud. Alors vous voyez, Fontevraud, on pense que c'est dans le Val-de-Loire, parce que les touristes maintenant font le Val-de-Loire, on fait les chasses de la Loire, on va à Fontevraud. Et ça, c'est une grosse erreur. Hier, quand on m'a fait remonter, la rivière qui est ici, on m'a dit il faut voir la Grasse. Tiens, tu vas me redire, tu nous as fait rebrousser chemin hier pour nous montrer la Grasse du bon côté. Hein, quand on arrive de... Hein, voilà. Alors, pour comprendre, effectivement, on comprend la situation de la Grasse quand on arrive par là. Quand on arrive par le Val-de-Loire, on ne comprend pas Fontevraud. Or, actuellement, les touristes arrivent par le Val-de-Loire. On ne comprend pas Fontevraud, parce que Fontevraud n'est pas sur le Val-de-Loire. Il est à l'extrémité nord du Poitevin, à 5 km de la Loire. C'est-à-dire, dès qu'on sort du village, là, les géographes expliqueraient ça mieux que moi, on a une petite dénivellation qui est le début du Val-de-Loire. Mais il faut arriver par le sud, de Loudun. Quand on arrive de Loudun, on est sur le plateau Poitevin. C'est très ingrat, c'est plat, c'est pas très beau. Et là, en revanche, c'est là que l'ermite Robert d'Arbrissel s'est installé, dans ces forêts tout à fait malheureuses. Donc il faut arriver par le sud. Et Fontevraud, comme vous pouvez le voir ici ou pas le voir, c'est non pas sur la Loire, mais c'est à l'extrémité nord du sud de la France. C'est pour ça qu'il y a les fils de coupole, vous savez, célèbre église aux fils de coupole. Les fils de coupole sont communes dans la région du sud-ouest. Oui ? Oui. Les fils de coupole, c'est un style gothique, roman et gothique, qu'on voit d'abord, qui vient de l'Ouest, qui vient de l'Orient, qui vient de Venise, et qui a été repris à Périgueux, à Cahors et dans de nombreuses églises du sud-ouest de la France. Sud-ouest jusqu'à Fontevraud. C'est la plus septentrionale des églises et Fontevraud s'est toujours trouvé comme ça sur une limite. Alors une limite nord-sud, c'est le point culminant du sud de la France, et ça, on l'a senti pendant tout le Moyen-Âge, où le sud a été totalement, pas converti, mais repris par les musulmans d'abord et par les Cathares ensuite. Donc Fontevraud est là, en haut, au point culminant de ces terres qui n'étaient pas les terres royales. Ça, on est encore dans la roman. Et puis, il y avait tout à l'heure la carte de... Voilà, ça va, ça, c'est très bien. Alors, non seulement Fontevraud est sur la frontière extrême du nord et du sud, ce qui a déterminé son histoire tout le temps, mais comme vous le voyez ici, elle est aussi, Fontevraud, si vous pouvez l'imaginer, sur la limite entre l'Est et l'Ouest. À l'Ouest, c'est les Plantagenets, qui petit à petit ont conquis plus de la moitié du royaume, beaucoup plus que la moitié, puisqu'ils ont conquis l'Angleterre et même l'Irlande. En 1171, Henri II, le mari d'Aliénor, a conquis l'Irlande. Donc ils sont allés jusqu'en Écosse, et les Plantagenets étaient les dominateurs de l'Europe, du haut de l'Angleterre jusqu'à l'Espagne, puisque le mariage, malheureux, mais mariage il y eut quand même entre Henri II et Aliénor, avait donné à Henri II, qui avait commencé par être le duc du Maine, il avait épousé Aramburgis qui tint le Maine dans le poème de Villon. C'était la femme du père d'Henri II. Donc il avait d'abord le Maine, et puis du Maine, par des héritages, par des guerres, etc., il a conquis tout l'ouest de la France, et son mariage avec Aliénor alors, a été un miracle, parce que ça lui donnait non seulement tout le nord-ouest de la France, la Normandie, y compris la Bretagne,
mais ça lui donnait aussi tout le sud-ouest qui était la propriété d'Aliénor, duchesse d'Aquitaine. Donc la jonction des deux royaumes d'Henri II et d'Aliénor faisait un ensemble absolument dangereux, énorme, pour le roi de France qui était, voilà, du côté vert. Et encore, là, il y avait beaucoup plus de différends dans ces différends. Et Toulouse qui a toujours été à part. Toulouse, c'était du côté des alliés parfois, mais parfois aussi des ennemis. Alors, donc, Fontevraud se trouve à la fois dans cette bascule nord-sud que je vous ai montrée, mais aussi dans cette bascule est-ouest qui faisait de cette abbaye la représentante orientale du monde anglo-saxon. Et quand Aliénor d'Aquitaine et son mari Henri II et son fils Richard Cœur de Lion ont été enterrés, ils ont mis leur gisant à Fontevraud. Si bien que Fontevraud est resté encore aujourd'hui, ça il faut le savoir quand on visite l'abbaye encore aujourd'hui, c'est en Angleterre pratiquement. Fontevraud a toujours été du côté anglais. Et ça a été, pendant la guerre de 100 ans, Fontevraud était une plaie vive dans la guerre entre les Anglais et les Français. Tous les rois d'Angleterre venaient à Fontevraud se recueillir sur le tombeau de leurs ancêtres, roi d'Angleterre, Henri II, Aliénor. Aliénor a fait 20 fois la traversée de la Manche. Donc, elle a été emprisonnée en Angleterre pendant 14 ans par son charmant mari Henri II, qui l'avait mise en prison. Voilà. Donc, c'est en Angleterre. Voilà. Alors, cette statue est extraordinaire. Peut-être pas, vous achèterez la carte postale, vous la connaissez peut-être, elle est très connue, cette image du premier gisant en train de lire. C'est exceptionnel. Elle lit les yeux fermés. C'est merveilleux. Et puis, elle est célèbre aussi dans l'histoire de la sculpture, parce que c'est l'une des premières statues, sculptures, avec ce que les archéologues appellent des blis mouillés. Le tissu adhère à son corps, ce qui rend plus désirable encore cette femme qu'on dit avoir été très belle. Tout le monde admirait la beauté d'Aliénor. Bon, elle avait 80 ans, mais apparemment, le sculpteur l'a encore revêtue de ses vêtements de jeune fille, et à 80 ans, elle est représentée comme une jeune fille avec ses draps mouillés qui contrastent totalement avec les statues colonnes de Chartres. Si vous imaginez les sculptures de Chartres avec ces tuyaux rigides. Bon, là, on est en 1204, donc bien après Chartres, mais la sculpture a pris son côté réaliste et sensuel. Et en plus, elle a ouvert son missel, ce qui est assez exceptionnel. Alors, ces statues, ces gisants d'Aliénor et continuent d'attirer les touristes. Je vais vous laisser la place. On continue d'attirer les touristes anglais, pas seulement les touristes, mais les archéologues. Et ces gisants ont fait l'objet du dernier conflit entre la France et l'Angleterre. En 1814, donc c'était déjà à la prison, les Anglais venaient visiter Fontevraud. Alors un archéologue qui a fait de très beaux dessins, a visité Fontevraud en 1814, et il découvre avec stupéfaction, dans un tas de détritus, ces gisants, qui étaient dans un état déplorable. Il était scandalisé. Il est revenu en Angleterre, il a fait une campagne de presse anti-française, ce qui n'était pas très compliqué pour les Anglais, en disant ces Français sont vraiment des barbares, vous voyez comment ils traitent nos ancêtres Plantagenets. Alors ça a fait un vrai scandale. Les Anglais ont réclamé le rapatriement, sujet redevenu à la mode depuis. Au fond, les Plantagenets, ça n'est pas les Français, il faut les rapatrier. Alors, ça a duré longtemps, les négociations ont été très longues, les Angevins se sont révoltés, et finalement, au moment de l'entente cordiale, Napoléon III, voulant faire plaisir à son ami Victoria, puis il avait service du monde, donc il a promis à Victoria de lui rendre les gisants. Et les gisants sont partis de Fontevraud, ils ont été jusqu'à un centre de restauration où il a fallu les repeindre parce que les peintures étaient parties, donc on les a restaurés à Versailles.
Et à ce moment-là, scandale en Anjou. Les Angevins se sont révoltés. Comment on nous a volé? Vous voyez le genre de conflit. Alors là, il y a un très beau geste de Victoria, qui, voyant que son cousin Napoléon III était quand même très embêté par cette histoire, a écrit une lettre très belle qui dit mon neveu, je crois, ou comment elle l'appelait, je crois que c'est mon neveu, je vous relève de votre vœu. Donc elle disait, ben non, gardez-les, on voit que ça vous fait beaucoup de problèmes. Donc, grâce à cette lettre de Victoria à Napoléon III, les gisants sont restés en France et sont toujours là. Mais on était au bord de la rupture diplomatique, enfin plus qu'au bord de la rupture diplomatique à cause du rapatriement de ces œuvres. Et encore aujourd'hui, Fontevraud est vraiment toujours sur des bords, sur une fissure de la France entre l'Est et l'Ouest, entre le Nord et le Sud. Et ça se sent dans l'abbaye même. Bon, je vais quand même achever par quelques voies de perspective. Que faire de cette... Alors, reprenons, que faire de ces bâtiments d'abbaye? Moi, je regrette un peu qu'on n'ait pas choisi le seul parti qui était raisonnable d'installer dans ces immenses bâtiments une institution, une université. Bon, alors évidemment, on dit c'est loin de tout, il n'y a pas de... Alors, on n'a pas pensé... Il y avait un très beau projet d'en faire, sous Malraux, un centre d'industrie audiovisuelle de la France. Et on essayait de lancer la France dans l'industrie audiovisuelle, ce qui était... Il s'est passé beaucoup de choses à Angoulême, à Poitiers, et on dit à Fontevraud, ce serait magnifique pour faire à la fois des archives, des laboratoires, des salles de spectacle. Là, il y avait de quoi remplir. Bon, finalement, ce n'est pas le choix qui a été suivi. Et aujourd'hui, c'est le tourisme qui doit faire vivre Fontevraud. C'est assez... pas désastreux, parce que je suis content qu'il y ait des touristes à Fontevraud, mais c'est très difficile. Les touristes n'emplissent pas Fontevraud, loin de là, même s'il y en a, on cherche d'avoir plutôt là. Il y a des salles immenses qui sont immensément vides, hélas. En revanche, il y a beaucoup encore à travailler sur Fontevraud. Mon travail n'est pas le dernier, j'espère, il y en aura beaucoup d'autres. Notamment, il y a l'histoire des prieurés de Fontevraud. Cet empire était centré autour de l'abbesse, qui était propriétaire non seulement de Fontevraud, mais de 80 prieurés, presque tous dans le sud-ouest, puisque c'était l'orientation de l'ordre. Donc il y a 80 prieurés de Fontevraud qu'on a oubliés, qui sont souvent en très très mauvais état, revêtus de végétation, mais petit à petit, avec l'idée de retour du patrimoine, beaucoup de ces propriétaires de prieurés se sont... Alors il y a une association des prieurés de Fontevraud qui est très active, qui m'a beaucoup aidé, parce que ce sont des gens qui défendent l'histoire de Fontevraud, et ces 80 prieurés travaillent. Donc il y a beaucoup à faire. Il y a une base de données qui est très bien sur Internet. Vous trouverez prieuré fontevriste et vous aurez la liste des 80 prieurés qui aujourd'hui commencent. Bientôt, on va voir certainement des circuits des prieurés de Fontevraud, parce que dans tout le sud-ouest, il y en a, et parfois magnifiques. Certains sont connus, Ville-Salem, peut-être que vous connaissez. Donc, mais la plupart ont été soit détruits, soit... Voilà. Une piste à suivre, c'est l'histoire des prieurés, qui est indispensable parce que c'est les prieurés qui ont aussi alimenté financièrement la maison mère. Et puis, autre piste aussi que j'aimerais bien suivre, ou voir suivre, parce que moi je fais mon travail, mais d'autres le suivront, j'espère, sur tous ces objets qui ont été dispersés à la Révolution. Alors là, je vais montrer la dernière image, et puis on finira là-dessus. Oui, la toute dernière, ça c'est autre chose. C'est un peu avant encore, vous allez voir, encore un peu avant, voilà. Ça c'est un émail, vous savez, Fontevraud n'est pas très loin de Limoges, et le Limousin faisait partie de l'Empire plantagenet. À Limoges, il y avait cette industrie, cet artisanat de l'émail des émaux. Et les émaux, on les a perdus. Ça, c'en est un qui était à Fontevraud,
qui avait été faite par Louise de Fontevraud, celle qui voulait massacrer ses neveux Henri IV et Gondé. Donc c'est une superbe pièce d'émail et elle se trouve actuellement au musée de Minneapolis. Je ne vous dirai pas pourquoi, je pense que le conservateur de Minneapolis sait d'où ça vient, sans doute d'une vente d'une vente antérieure. Voilà, et il y en a d'autres, beaucoup d'objets d'art magnifiques. Je vous montrais tout à l'heure la miniature qui se trouve dans une bibliothèque. Si on peut laisser l'émail, oui, qui est vraiment superbe, sur lequel on pourrait terminer, parce qu'elle a un sens aussi, cette émail, si on la revoit. Oui. Vous voyez qu'en bas, il y a un petit cartouche avec une inscription sur laquelle il y a écrit souhaite la formule exactement, que je ne l'écorche pas, c'est « Mon espoir est en vous, Bourbon ». C'est clair, c'est l'abbesse de Bourbon qui dit « Mon espoir est en vous, Bourbon ». Elle attendait Henri IV, elle attendait que le roi de France fût un Bourbon, ce qui n'était pas encore le cas. Il a fallu encore attendre quelques années pour que les Bourbons accèdent au trône. Mon espoir étant... Et alors, Fontevraud était le quartier général des Bourbons. Ils se sont réunis là un grand nombre de fois, conspirant dans l'opposition, montant petit à petit, échelon par échelon, et finalement ils y sont arrivés. Et ils sont restés jusqu'à la Révolution. Donc, mon espoir est en vous, Bourbon. Eh bien, peut-être reconnu, c'est le début d'un psaume qui dit « Mon espoir est en toi, Dieu ». Voilà un peu l'histoire très résumée de Fontevraud, mais difficile de résumer une histoire aussi riche que vous voyez.